pourquoi ne sommes-nous pas plus heureux et que pouvons-nous faire pour être plus heureux? Mais là, il y a deux grandes visions du bonheur qui s'opposent. Il y a, est-ce que le bonheur, ça vient de notre environnement? C'est-à-dire que pour être heureux, il faut des amis, un confort matériel, un travail intéressant, une certaine prospérité? Ou est-ce que le bonheur, ça vient de là, c'est-à-dire de votre manière de voir les choses? C'est résumé dans ces deux transparents. On est heureux parce que son environnement rassemble les conditions nécessaires au bonheur. Et là, j'ai mis les leçons de Coupé, d'Hector en français. Un travail qu'on aime, une maison et un jardin, faire la fête, et le soleil et la plage. Hein, c'est vrai, si vous, par ce temps froid, si vous pensez au soleil et à la plage, vous dites c'est le bonheur. À l'inverse, il y a des gens qui disent non, le bonheur, c'est simplement, il y a des gens doués pour le bonheur, qui ont une personnalité douée pour le bonheur, et en gros, le bonheur, c'est une manière de voir les choses. Le bonheur, c'est se sentir complètement vivant et d'apprécier cette sensation. On verra que les deux théories, en fait, sont justes. Mais alors maintenant, changer sa manière de voir les choses, ça n'est pas facile. Alors, essayons de commencer par quelque chose de plus facile, et qui serait, qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux? Quelle est la nouvelle, par exemple, qui est l'arrivée demain, qui vous rendrait plus heureux? Eh bien, je vous propose cette nouvelle. Si pour être heureux un peu plus, il vous suffisait d'avoir une augmentation et une promotion. Voilà, demain vous avez une augmentation et une promotion, et vous expérimentez la leçon d'Hector numéro 4. Beaucoup de gens pensent que le bonheur, c'est d'être plus riche et plus important. Et il faut dire que dans notre vie, ça commence dans les études, au travail, on essaie de devenir un peu plus riche et un peu plus important. Eh bien, là encore, il y a toujours des psychologues embêtants qui vont vous dire, est-ce que c'est si vrai que ça? Parce qu'on pourrait dire, au fond, depuis les années 60-70, tout le monde a été augmenté. Nous avons des voitures, des frigidaires, des smartphones, nous pouvons faire du tourisme, et on devrait donc être plus heureux. Eh bien, il y a un psychologue américain célèbre qui s'appelle Easterlin. C'est une des premières études sur le bonheur et la prospérité. Alors là, c'est très simple. Vous voyez l'augmentation de revenus en bleu depuis les années 70, et vous voyez le taux de réponse à la question, le score moyen à « êtes-vous très heureux »,« heureux »,« moyennement heureux »,« malheureux »,« très malheureux ». Eh bien là, le score moyen ne bouge pas. Quel mystère incroyable! Tout le monde a été augmenté, tout le monde a été promu, et pourtant les gens ne sont pas plus heureux. Alors pourquoi? Autre dessin que je montre, mais qui revient à ce que je montrais avant. Là, vous avez en bas le revenu par habitant, et vous avez en vertical la satisfaction, le niveau de bonheur, et vous voyez la France et la Corée, qui sont quand même un peu moins heureuses que ce qu'on attendrait par rapport à des pays plus pauvres. En haut à gauche, vous avez les pays d'Amérique latine qui sont plus pauvres, mais où les gens se sentent plus heureux. Remarquons quand même que les pays les plus riches, ceux qui sont à droite, sont quand même dans les scores élevés de bonheur. Donc, attention, l'argent fait peut-être quand même un peu le bonheur. Mais revenons à votre augmentation. En fait, si vous êtes augmenté, ça va vous rendre plus heureux. Si, c'est vrai. Mais moins que vous l'espérez, et moins longtemps surtout que vous l'espérez.
Et pourquoi? Eh bien, c'est la grande leçon numéro 1 d'Hector. Un bon moyen de gâcher son bonheur, c'est de faire des comparaisons. Et je rappelle ce qui se passe au début d'Hector. Il prend l'avion, c'est un jeune médecin, il voyage en classe économique, et puis il est surclassé en classe affaires. Il est ravi, on lui sert du champagne, il se tourne vers son voisin, et il lui dit, qui est un homme d'affaires, il lui dit « mais c'est merveilleux, là, les sièges, le champagne ». Le voisin a l'air triste et dit « oui, mais c'est mieux en première ». Et Hector réalise qu'en fait, lui se compare à avant, il avait l'habitude de l'écho, il découvre la classe affaires. L'homme d'affaires, qui a déjà voyagé en première, peut-être que ses affaires sont moins bonnes, il voyage en classe éco et il regrette la première. Autre part, Hector est assez jeune, s'il se compare aux gens de son âge, il est très heureux d'être en classe affaires. Pour l'homme d'affaires, il connaît beaucoup de gens de son âge qui voyagent en première. En fait, voilà un autre siège, c'est le siège d'un stade de baseball. C'est ce qui s'est passé avec la croissance. C'est qu'au fond, vous regardez un match de baseball, vous ne voyez pas bien, vous vous levez, vous voyez beaucoup mieux. Vous avez comme une promotion. Mais à ce moment-là, tout le monde se lève aussi. Donc à la fin, vous voyez à nouveau que des têtes, tout le monde est pareil. C'est ce que Easterlin a appelé l'effet baseball stadium, c'est-à-dire que quand la croissance emmène tout le monde en haut, après tout, les gens ne sont pas forcément, n'ont pas une augmentation de bonheur si forte. Donc, les 3 raisons pour lesquelles l'argent ne fait pas durablement le bonheur, une augmentation, c'est que d'abord, vous allez vous comparer, et autour de vous, vous allez tout de suite voir des gens qui ont les mêmes revenus. Ensuite, vous allez vous habituer. Et un exemple d'habituation, c'est dans les biens matériels. Si vous avez un smartphone, quand vous avez un nouveau smartphone, vous l'aimez beaucoup, vous pouvez faire plein de choses, il y a plein d'applications merveilleuses. Et puis peu à peu, vous vous habituez à ce smartphone et vous êtes content de l'avoir, mais ça ne vous donne pas une joie extraordinaire. De même que vous ne vous réveillez pas tous les matins en vous disant « c'est extraordinaire, j'ai une machine à laver, j'ai un écran de télévision couleur ». Et enfin, le problème de gagner plus d'argent, c'est que l'argent a un prix. Et il y avait une très belle étude dans Forbes qui disait « plus d'argent, plus de liberté, que choisissez-vous » Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui travaillent énormément, à un moment, en ont assez et décident de prendre leur liberté, même avec le risque de gagner moins d'argent. Et depuis que je suis en Corée, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles se posaient la question. Alors, la liberté, c'est bien. L'argent a un prix. Le stress, le temps de transport, si on doit aller travailler loin. La liberté aussi a un prix, puisqu'il peut y avoir l'incertitude économique, le fait de se sentir un petit peu hors du circuit habituel. Alors, essayons autre chose. On a vu que l'argent, ça pouvait nous rendre heureux, mais c'est à moitié vrai. C'est-à-dire pas autant qu'on le pense, et peut-être pas si longtemps qu'on le souhaiterait. Imaginez que vous ayez une grosse augmentation, et qu'elle est tellement grosse d'ailleurs que vous n'avez plus besoin de travailler. Extraordinaire. Je ne sais pas, vous avez gagné au loto, vous avez un oncle inconnu très riche qui est mort et qui vous a légué sa fortune. Et à ce moment-là, vous allez vous dire, j'ai plus besoin de travailler, j'ai de l'argent. Leçon numéro 16, le bonheur, c'est de faire la fête. Et vous allez commencer une vie peut-être de plaisir. Est-ce que le bonheur, ça n'est pas une vie de plaisir? Vous voyez? Alors j'ai pris ce personnage parce qu'il est à la plage, il n'a pas besoin de travailler. Visiblement, il fait la fête. Là, il se repose. Il a dû faire la fête la veille. Et vous avez assez d'argent. Vous pouvez tous les soirs dîner dans des très bons restaurants. Vous pouvez voyager où vous voulez. Vous pouvez faire du shopping autant que vous voulez. Vous pouvez vous acheter des sacs Vuitton. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Une vie de plaisir.
À votre avis, est-ce que ça va vous rendre heureux? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer, mais il y a un effet probable de cette vie-là, c'est la même chose, c'est que vous allez vous habituer à tout ça. Et il vous faudra un moment, c'est un besoin humain naturel, on s'habitue, et il faut plus. Donc à ce moment-là, il faudra peut-être une plus grande piscine. Vous savez, c'est comme les milliardaires qui s'achètent des yachts de plus en plus grands. Et après tout, même quand vous avez un yacht de 30 mètres, brusquement, vous voyez qu'un autre milliardaire a un yacht de 50 mètres, et donc vous commencez à y rêver. Si vous avez des sacs Vuitton, un jour vous allez réaliser que Hermès, c'est mieux. Et donc vous allez vouloir acheter des sacs Hermès peut-être, et puis après, les sacs Hermès, il faudra chercher autre chose. Et j'ai mis là bien sûr un smartphone, puisque c'est aussi le toujours plus et toujours mieux, et l'économie tourne grâce à ça. Mais est-ce que la vie de plaisir et de consommation, à elle seule, va vous rendre heureux? Je pense que vous serez d'accord, surtout vous, des Coréens, pour dire que non. Alors, un remède à ça, c'est un philosophe grec qui s'appelle Épicure. Pour Épicure, l'idéal du bonheur, c'est d'avoir une maison quand même, avec un jardin et des amis, d'avoir assez de nourriture, c'était en Grèce, donc des olives, des fromages de chèvre, du pain, un peu de vin, et puis parler philosophie. Et c'est ça le bonheur. C'est ce qu'Épicure appelle des plaisirs naturels et nécessaires. Et il faut se débarrasser de tous les autres. L'ambition, le pouvoir, la gloire. Tout ça, il dit que ça n'apporte pas le bonheur, que justement ça apporte le sentiment de toujours plus et d'insatisfaction. Donc on pourrait dire Épicure est une sorte le premier des philosophes baba, et on pourrait presque dire un philosophe de l'anti-croissance. Et c'est un problème, c'est qu'au fond, si tout le monde se met à adopter le point de vue d'Épicure, si la Corée avait adopté le point de vue d'Épicure en 1960, eh bien, votre pays ne se serait pas développé. Mais Épicure, ça peut quand même marcher pour vous éviter d'être toujours dans l'insatisfaction du toujours plus. Alors, cette phrase d'Épicure, voilà, elle résume très bien. Ne gâchez pas ce que vous avez en désirant ce que vous n'avez pas. Souvenez-vous que ce que vous avez, c'est ce que vous désiriez avant. Il en a écrit beaucoup d'autres comme ça, mais celle-là résume bien. Alors, on a vu donc que l'argent, ça pouvait marcher, mais pas complètement. Les plaisirs de la vie, faire la fête, ça peut rendre heureux, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui pourrait vraiment vous rendre heureux? Eh bien, nous sommes en Corée, et je me dis, ce qui pourrait vous rendre heureux, c'est travailler plus. Le bonheur, c'est d'avoir un travail qu'on aime. Leçon d'Hector numéro 10. Et j'ai lu que les Coréens, le salarié coréen moyen, travaille 25% de plus que le salarié français moyen. Donc, on peut espérer que le travail rende plus heureux. Et si vous réfléchissez, un travail qu'on aime, ça peut apporter absolument tout ce dont on a besoin, ou presque. J'ai repris là la pyramide de Maslow, un grand classique de la psychologie. Vous savez, c'est une hiérarchie des besoins. Alors il y a les besoins fondamentaux en bas, les besoins physiologiques, c'est-à-dire la nourriture, la sécurité, au-dessus la sécurité. Un travail vous donne un salaire qui vous permet d'avoir un logement, de vous nourrir, de vous soigner, d'assurer votre santé, votre sécurité. Mais le travail aussi, alors love c'est un peu excessif, mais un travail, en général ça se fait avec les autres, ça vous donne un sentiment parfois d'appartenance, quand ça se passe bien, vous vous sentez reconnu par les autres, vous avez un rôle dans une équipe, donc vos besoins sociaux d'être reconnus, appréciés sont satisfaits. Ça augmente votre estime de vous-même. Vous savez, quand on commence à travailler,
Je me souviens, par exemple, quand j'ai fini mes études de médecine, je savais que je pouvais réussir des examens. Mais là aussi, je m'étais habitué à ça. Et la première fois que j'ai pu commencer à voir des gens malades, et puis en me servant discrètement de mon livre, en trouvant le bon traitement pour eux, et que j'ai vu ces gens s'améliorer, eh bien, je me suis senti assez content de moi. Je me suis dit, tiens, je suis capable d'être un médecin. Ça m'a fait du bien à mon estime de moi. Et enfin, le travail, quand tout va bien, vous permet de vous réaliser. Là, on rejoindrait plus un philosophe grec qui s'appelle Aristote et qui disait qu'un des moyens d'être heureux dans la vie, c'est d'être capable d'être tout ce qu'on peut être, de développer toutes ses capacités. Et si vous avez la chance d'avoir trouvé un travail qui vous correspond, eh bien, vous aurez ce sentiment d'utiliser toutes vos capacités. Donc on est d'accord, le travail peut apporter le bonheur, parce que le travail, ça peut être ça. Vous voyez, ça peut être une équipe qui travaille vers un but, avec un chef qui donne une bonne direction, et où chacun a l'impression de progresser vers un but commun que les gens acceptent. Donc un progrès de l'équipe, un progrès personnel, un progrès de l'entreprise. Quand tout va bien, c'est comme ça. Mais nous le savons, le travail, ça peut aussi être ça. C'est-à-dire d'être, au contraire, de perdre sa liberté. Et en fait, là, c'est quand on ne travaille plus que pour gagner sa vie. On travaille parce que juste, on a besoin d'un gagne-pain. Et on a peur, surtout on travaille parce qu'on a peur d'être licencié. Donc le travail, ça peut aussi être ça, dans certaines périodes de sa vie. Et donc là encore, le travail, ça peut rendre heureux, comme l'argent, comme la vie de plaisir, comme le contentement, mais ça ne marche pas toujours. Alors, comment quand même trouver le bonheur? Eh bien, évidemment, en essayant de retrouver sa liberté. Liberté, je vous le rappelle, que les femmes ont conquise. Alors, je vais revenir à des leçons d'Hector. Je reviens au travail. La leçon numéro 10, le bonheur, c'est avoir un travail qu'on aime. Et c'est une des raisons pour lesquelles la croissance rend heureux. Car en période de forte croissance et de faible chômage, c'est une évidence, vous pouvez choisir beaucoup plus votre travail. Vous avez le choix. Vous avez la liberté de choisir et donc plus de chances d'être heureux au travail. La liberté, le bonheur, c'est d'être aimé pour ce qu'on est. Cette leçon dans l'histoire d'Hector, c'est qu'il va rendre visite à un ami médecin qui travaille en Afrique et peu à peu, il comprend qu'il n'avait jamais su avant, mais que cet ami est homosexuel. Et cet ami lui dit, ici, je me sens aimé pour ce que je suis. Il n'a pas besoin, enfin dans son environnement, de se cacher. Donc, la liberté d'être aimé pour ce qu'on est, c'est-à-dire, quel que soit son choix de vie, de pouvoir être, on est libre aujourd'hui d'être célibataire, par exemple, sans être regardé de haut. On est libre de ne pas se marier, on est libre de choisir des modes de vie assez différents. Le bonheur, c'est une bonne marche en montagne au milieu de belles montagnes inconnues. Et bien sûr, ça prouve qu'on a le temps et la liberté d'aller où on veut, de choisir ses loisirs, grande source de bonheur. Et enfin, la leçon numéro 12, difficile d'être heureux dans un pays dirigé par de mauvaises personnes. Dans toutes les études, on montre bien que, en gros, les gens se déclarent plus heureux dans les démocraties. Tous les pays en haut et à droite du schéma sont certes plus riches, mais aussi ce sont tous des démocraties. Alors, maintenant, on va s'intéresser à ce qui rend durablement heureux, puisqu'on a vu que augmentation, vie de plaisir, travail, ça peut rendre heureux, mais ce n'est pas forcément des bienfaits durables. Alors,
Une évidence, c'est la santé. Mais la santé, c'est un peu un bien négatif, c'est-à-dire que de même que vous ne vous réjouissez pas tous les matins d'avoir une télévision couleur, de même, vous ne vous réveillez pas en disant « c'est merveilleux, je suis en bonne santé ». Donc la santé, c'est quand on la perd, évidemment, ça diminue votre bonheur, mais le fait d'être en bonne santé, vous ne le ressentez pas forcément comme un bien. J'ai simplement mis « consacrons-nous assez d'attention » parce que beaucoup de gens, en particulier les hommes, ont tendance à négliger leur santé, à faire très attention à leur carrière, leur argent, encore peut-être un peu leur vie de famille, mais à ne pas faire attention à leur santé. Et évidemment, en tant que médecin, j'ai toujours envie de faire un rappel en disant il faut faire attention à sa santé. Et là, les magazines féminins, justement, les magazines féminins, eux, sont pleins de conseils pour la santé. Alors, à part la santé, qu'est-ce qui rend durablement heureux? Eh bien, avant-hier, quand je suis arrivé en Corée, j'ai fait une petite promenade nocturne vers 9 h le soir, et j'ai vu que les cafés étaient pleins de jeunes gens, des filles et des garçons, et qui prenaient des cafés ensemble en discutant. Et vraiment, tous les cafés étaient pleins comme ça, de gens, enfin, il y avait aussi des gens moins jeunes qui s'étaient réunis pour discuter. Et je me suis dit, tiens, quand même, ici, à cette heure du soir, eh bien, à 9 h du soir, les gens savent quand même ce qui rend heureux, parce que ce qui rend heureux, et là, c'est une évidence, mais confirmée, ce sont les autres. On montre en particulier que le fait de connaître des gens heureux augmente vos chances d'être heureux. Les gens qui parlent régulièrement à leurs voisins sont plus heureux que la moyenne, que ceux qui ne parlent pas. Alors évidemment, quelle est la cause, quel est l'effet? On peut discuter, mais en gros, le fait d'avoir régulièrement des contacts et des relations avec les autres rend plus heureux. Donc j'ai écrit le bonheur, c'est d'être avec les gens qu'on aime. Le bonheur, c'est de faire la fête. Les jeunes gens que j'ai vus ne faisaient pas la fête, mais disons, ils se réunissaient dans un endroit de détente. Et j'insiste, il y a donc un effet de contagion. Alors, un petit conseil, c'est important aussi d'aider les amis quand ils sont dans le malheur. Être un bon ami, c'est justement rester avec ses amis, même quand ils ont des ennuis, mais il faut quand même équilibrer, parce que le malheur aussi, la souffrance est contagieuse. Et donc, je vous conseillerais, quand vous avez des amis malheureux, de continuer à les voir, mais d'essayer aussi de voir des amis heureux. Car autrement, vous risquez aussi la contagion du malheur. Alors, maintenant, les choses qui rendent durablement heureux, on a commencé à les voir, mais comment rester heureux quand rien ne va bien? Par exemple, je ne sais pas, vous venez de perdre votre travail, votre médecin vous apprend que vous avez un problème de santé, pour différentes raisons, vous êtes éloigné de vos amis, vous ne pouvez plus les voir, peut-être parce que vous aviez déménagé pour ce nouveau travail que vous venez de perdre, et puis il arrive un malheur dans votre famille, quelqu'un que vous aimiez bien est vraiment malade. Alors là, qu'est-ce qui peut maintenir votre bonheur? Eh bien, j'ai symbolisé ce qui peut vous rendre le bonheur par l'image de ce petit moine. Alors, non pas pour vous encourager au bouddhisme, mais c'est plus un symbole de tout ce qui peut aider, disons, à prendre la distance et à accepter finalement les pertes de la vie inévitables. Puisqu'on parle de l'âge des pertes, eh bien oui, il y a des pertes. Et un bon moyen de garder un certain bonheur, c'est d'entraîner ce qu'on peut appeler la sérénité. Alors, j'ai pris ce moine-lion comme exemple, parce que c'est un rapport avec le bouddhisme. En philosophie, il y a aussi toute cette école des philosophes grecs qu'on appelle les stoïciens, et qui vont beaucoup plus loin qu'Épicure. Épicure dit qu'il faut une maison et un jardin. Les stoïciens disent non, on peut se passer de tout.
Il suffit d'accepter qu'on peut tout perdre. Alors, ça c'est fondamental, et ça a été mon métier pendant 20 ans, c'est d'essayer de montrer à certains de mes patients, enfin non pas de leur expliquer comme je le fais, mais de les amener à découvrir que le bonheur, c'est aussi une manière de voir les choses. Avec 3 grands points, il y a relativiser, c'est-à-dire que quand il vous arrive des petits malheurs, arriver à les mettre en perspective. Récemment, je voyageais avec des amis, on était un groupe, et on est arrivé, et l'un d'eux, sa valise était perdue, sa valise s'était égarée. Donc il était très énervé. En plus, il est toujours très élégant. Il emporte toujours beaucoup de chemises. Il aime plaire aux femmes, il fait très attention à son allure. Il était furieux de cette valise perdue. Et un autre ami lui a dit « Oui, c'est vrai, c'est embêtant, mais dis-toi que tu as quand même la chance de pouvoir voyager en avion et partir en vacances. » Et j'ai trouvé que c'était une assez bonne manière de relativiser. Et on peut tous appliquer ça tous les jours. On a tous tendance à s'attrister ou se mettre en colère pour des choses qu'on peut relativiser. L'autre point qui était quotidien dans mon métier, c'est d'aider les gens à faire la différence dans leur vie entre ce qui pouvait être changé, donc peut-être qu'il fallait qu'ils fassent des efforts pour trouver un meilleur travail, pour rompre une relation qui ne les rendait pas heureux, et puis d'un autre côté, accepter ce qui ne pouvait pas être changé, leurs propres limites, leur personnalité, leur âge. Et enfin, une troisième voie, c'est que ce qui nous rend malheureux, surtout, beaucoup, souvent, ce sont les autres, les gens. Le bonheur, c'est des autres, mais le malheur, parfois, aussi, c'est les autres. Et je ne suis pas le seul à insister sur l'indulgence. Quand on est psychiatre, à force d'écouter les gens vous raconter leur vie, et aussi vous parler de leurs parents, on se rend bien compte que nous sommes le résultat de nos gènes et de notre éducation. Et nous n'avons choisi ni nos gènes, ni notre éducation. Et d'une certaine manière, je dirais, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et dans ce cas-là, on peut essayer d'être indulgent avec les gens. J'essaie de l'être, je n'y arrive pas toujours, comme on est indulgent avec les enfants. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut tout accepter. On peut à la fois être indulgent et en même temps critiquer, dire aux gens quand ils exagèrent, de même qu'on peut dire aux enfants « Ah, attention, là je ne suis pas content si tu fais ça ». Il y a un philosophe pessimiste qui pensait que le bonheur était impossible, Schopenhauer, et il disait justement qu'un des moyens d'être heureux avec les gens, c'était de pratiquer à la fois l'indulgence et la circonspection. Alors que souvent on fait l'inverse. On fait trop confiance et en même temps on est sévère. Schopenhauer dit l'inverse. Soyez indulgents, mais en même temps faites attention. Alors, maintenant j'aimerais arriver à la conclusion. On a passé en revue ce qui rend heureux, ce qui rend à moitié heureux, ce qui rend vraiment heureux. Alors un dernier point, j'allais dire un supplément d'âme, un supplément de bonheur. Là, on a beaucoup parlé comment augmenter votre propre bonheur. Mais en fait, vous avez tous fait l'expérience, et quantité d'études de psychologie le montrent, que se consacrer à quelque chose de plus grand que soi rend heureux. C'est-à-dire, le bonheur, c'est de se sentir utile aux autres. Le bonheur, c'est de penser au bonheur de ceux qu'on aime. Et on le fait tous au quotidien. J'allais dire, les gens qui ont des enfants, les enfants, ça prend du temps, ça donne des anxiétés, ça ôte de la liberté, ça occupe beaucoup, mais au final, les gens qui ont des enfants se déclarent en général quand même plus heureux, même si au quotidien, ils ont des périodes de frustration. Si on prend un autre exemple extrême, vous voyez beaucoup de millionnaires qui ont assez d'argent pour vraiment ne plus travailler du tout et qui, un peu comme Bill Gates,
s'arrête et se consacre à l'humanitaire. Alors, on peut bien sûr critiquer, trouver des raisons, mais il est à remarquer que dans leur recherche du bonheur, à un moment, un certain nombre de gens arrivent à l'idée que aider les autres est une moyen de trouver le bonheur. Donc j'aimerais conclure. Si vous voulez trouver votre bonheur, en fait, il y a 4 grandes sortes de bonheur. Alors là, c'est écrit en texte. Les bonheurs actifs, les plaisirs de la vie, s'activer vers un but, au travail, dans un hobby. Les bonheurs paisibles, se contenter de ce qu'on a. Et enfin, la sérénité. Je préfère vous les montrer sous une forme... Voilà, c'est votre bouquet de bonheur. Alors, tous sont importants. Et en fait, j'allais dire, pour trouver votre bonheur, il faut vous poser la question, en ce moment, à cet âge de la vie, avec ma personnalité, quel est le bonheur peut-être auquel je ne fais pas assez attention? Est-ce que peut-être je néglige les plaisirs de la vie? Est-ce que je ne devrais pas me trouver un peu plus d'activités agréables? Est-ce qu'il n'y a pas un hobby que j'aimais que je devrais recommencer? Est-ce que, finalement, il n'y aurait pas moyen de trouver une activité plus intéressante? Ou au travail, peut-être d'essayer de m'arranger pour travailler mieux ou plus? Est-ce que ce qui me manque en ce moment, ça n'est pas une bonne activité avec un but intéressant? Alors, ça, évidemment, toutes les personnes au chômage savent bien que c'est ça qui leur manque. Enfin, en bas à gauche, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'au fond, il ne faudrait pas que je sois moins insatisfait? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je commence à réaliser que j'ai de la chance, que j'ai déjà vu ma personnalité, vu mes compétences, j'ai déjà pas mal de choses qui vont pas si mal. Et puis enfin, est-ce que je ne devrais pas essayer de développer un peu plus ma sérénité et accepter qu'un certain nombre de choses dans ma vie ne pourront changer? Alors, moi, il y a un exemple très naturel qui est par exemple de vieillir. Nous vieillissons tous. On peut s'angoisser de ça, on peut essayer de ne pas vieillir, de paraître plus jeune, de vivre comme les jeunes, mais en général, ça ne marche pas très bien, et en revanche, une certaine acceptation peut vous rendre plus heureux et plus serein. Et enfin, j'ai mis au milieu le but plus grand que soi, qui est aussi un des ingrédients du bonheur, et quand vous pouvez le pratiquer, et quand vous avez l'occasion ou l'énergie, vous pouvez y avoir recours pour vous sentir mieux. Donc voilà, j'ai terminé. Mes questions, c'est, savez-vous ce qui nous rend vraiment heureux? Autrement dit, dans ce bouquet du bonheur, quelle est la fleur? Si on dit que c'est comme 5 fleurs, il faudrait que vous augmentiez dans votre bouquet en ce moment. Et ma question aussi, c'est est-ce que nous y consacrons assez de temps et d'énergie? Si vous êtes venu ici, c'est quand même que vous vous intéressez au bonheur, et donc je suis sûr que vous allez y réfléchir ensuite.